Salut à vous, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que chacun d'entre vous se trouve dans un parfait état de santé. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. On n'a pas fait de live de temps en temps. On n'a plus communiqué en raison des multiples occupations, tellement de choses à gérer. Donc, vraiment désolé. Pour cela, on fait le maximum, on fait les efforts pour vous permettre de rester toujours au top dans cet écosystème qui change beaucoup et qui a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses dont les gens ne maîtrisent pas. Il est important que de temps en temps, on fasse des vidéos pour les permettre, premièrement, de poser des questions. Et c'est grâce à ces questions-là que vous pourrez mieux avoir les notions en fait, on parle parfois sur la chaîne, mais parfois, c'est pas très bien compris. J'ai posé la question sur Facebook de savoir quel est le bon projet Metaverse. Aujourd'hui, on va parler de Metaverse et on va parler de cette adoption de masse qui est aujourd'hui en train d'être faite avec le Metaverse. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo pour permettre à plusieurs personnes de digérer le contenu qu'on va échanger régulièrement sur la chaîne dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, un métaverse, déjà, c'est quoi? C'est tout simplement un écosystème qui va mettre une fonctionnalité qui va permettre à un utilisateur de se sentir complètement immergé en essayant de capter ses émotions et lui fournir sensation du réel dans un monde, dans un écosystème virtuel. Donc, le métaverse est très corrélé aujourd'hui avec le gaming. Mais c'est pas, ça, c'est une seule application des métaverses. On peut faire les métaverses pour plusieurs choses. Ça peut être des métaverses pour l'éducation où les personnes peuvent aller dans un espace virtuel et prendre des cours comme s'ils étaient ensemble avec des sensations physiques d'être quand même, d'être quand même au même endroit. Donc, mais une des grandes applications de Metaverse aujourd'hui, c'est le gaming. Parce que le gaming, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Donc, depuis longtemps, on a développé des façons de se divertir, de se distraire. Et avec les avancées technologiques, le gaming a explosé depuis un bon bout de temps. Mais comment est-ce que le gaming passe, on passe du gaming pour arriver au métaverse? Parce que plusieurs plateformes de gaming aujourd'hui sont appelées quasiment des métaverses. Pourquoi est-ce que ces plateformes sont appelées des métaverses? Premièrement, c'est parce que dans ces écosystèmes de gaming, on va adosser en fait, le business model maintenant sur la blockchain. Et dès qu'on fait intervenir la blockchain dans un écosystème virtuel, on peut appeler cela des métaverses d'une certaine façon aujourd'hui. C'est vrai que le métaverse, ce n'est pas uniquement corrélé à la blockchain, mais ça permet encore de créer cette irréversibilité des éléments qu'il y a dans cet écosystème, de faire interagir l'utilisateur et de le faire d'une certaine façon propriétaire, de le rendre propriétaire de l'écosystème sur lequel il est. Plusieurs personnes qui faisaient le gaming au départ ne se sentaient pas vraiment en train de développer l'écosystème, ils ne sentaient pas qu'ils avaient leur place comptait dans l'économie que développe la plateforme. Vous allez voir parfois des gens qui jouent dans le Fortnite, ils vont à un moment donné avoir l'impression que, bon, ils sont simplement des joueurs. Mais avec la blockchain, on va créer une économie un peu différente. On va faire en sorte que les utilisateurs, les joueurs, se sentent propriétaires parce qu'ils vont premièrement prendre les décisions sur la plateforme et là, il faudra un token de gouvernance pour le faire. Deuxièmement, ils vont pouvoir développer une économie dans cet écosystème avec les parcelles de terrain, avec des objets qu'ils peuvent collecter et se couper même de cet écosystème au cas où la plateforme disparaît. Les gens qui sont dans Fortnite, par exemple, les équipements, les armures qu'ils vont avoir peuvent être utilisés même si ce jeu disparaît. Parce que la propriété va donc être corrélée à ce qu'on va appeler les NFT, les non-fungible tokens. On va tokeniser les assets à l'intérieur du jeu, du gaming, pour les rendre disponibles même hors du jeu et que l'utilisateur peut développer une économie à l'extérieur du jeu avec. Et ça peut permettre une collaboration, une intercollaboration des plateformes de gaming d'une certaine façon. Mais il faut comprendre comment ces choses-là évoluent. Il y a maintenant les tendances. Quand on était au début où on parlait des DEX, des plateformes décentralisées, des chaînes décentralisées, ça fait un tollé, ça fait beaucoup, ça a été accueilli à grande pompe dans l'écosystème crypto
Il y a tellement de plateformes qui se sont lancées en proposant ce type de service, ce type en fait, cette façon de faire les transactions décentralisées. Et vous allez remarquer que près de 99, près de 90, 95% de ces plateformes ne sont pas utilisées aujourd'hui et ne valent pas grand-chose. Si on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde dans le DEX, vous allez voir à peine en une journée, la concentration est sur quelques 3, 4, 5 plateformes. On développe presque la quasi-totalité des transactions dans l'écosystème des DEX. Dans un DEX particulier, dans un écosystème, dans une blockchain, il y aura un DEX qui va se démarquer. Les autres, ben, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, pour la vague des DEX, il fallait clairement identifier quel était le DEX qui allait être phare dans un écosystème, quel était le DEX qui allait alimenter d'autres services dans l'écosystème. Et sur la blockchain d'Ethereum, on a Uniswap. Il n'y a pas un seul sur la blockchain d'Ethereum, il y a plusieurs parce qu'on a testé. Il y a plein de DEX qui ont innové en apportant des concepts quand même différents. Et plein de projets partent d'Ethereum pour s'implémenter sur d'autres blockchains avec des copies, par exemple. PancakeSwap, ce n'est qu'une copie de Uniswap. On va voir sur d'autres DEX, que ce soit Quipu sur la blockchain de Tezos, ce sont les copies clairement de Uniswap. Le concept est déjà là. Et une fois que le concept est déjà là, le copier, le modifier un peu, c'est facile. C'est la raison pour laquelle on a eu une pléthore de DEX qui sont sortis comme ça sur le marché, certains en proposant des intérêts assez faramineux, en disant venez, bref, on ne va pas rentrer dans tous ces arnaques qu'il y a eu autour des DEX. Il faudrait maintenant comprendre comment on est en train de faire la même chose aujourd'hui avec les métaverses. Il suffit que quelque chose à un moment donné soit NFT, était NFT pour performer. Dès qu'il y avait le mot NFT devant, ben, dès qu'il y avait, excusez-moi, dès qu'il y avait le mot, désolé, donc dès qu'il y avait le mot NFT devant quelque chose, devant un projet, ça performait très bien. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore le niveau de connaissance nécessaire pour pouvoir discerner le bien, ce qui est bien et ce qui est mauvais, et le moins bien. Et du coup, comme on n'a pas ce niveau de discernement-là, on va se dire, OK, c'est encore nouveau. Donc, tout ce qui est nouveau, à la longue, ça pourra être intéressant. C'est comme ça qu'on va sauter sur tout et n'importe quoi et ça va se décanter au fur et à mesure. Vous voyez très bien, les NFT ont du mal à décoller d'une certaine façon aujourd'hui. Il y a plein de NFT qui peinent à avoir des transactions d'une certaine façon parce que là, on a déjà shifté le momentum pour se reconcentrer sur des projets qui apportent une réelle valeur ajoutée au mot NFT ou bien qui ont des communautés très très fortes ou bien qui ont des utilités. On est déjà allé à ce niveau. Il faudrait comprendre qu'avec les métaverses, c'est également pareil. Il y a plein de métaverses aujourd'hui qui utilisent simplement le mot métaverse pour vendre quelque chose aux gens, pour vendre du rêve aux gens. Et plusieurs personnes, comme ils pensent que le métaverse, c'est ce qu'il y aura demain, c'est ce qui va remplacer Internet demain, parce que ce sont les discours qu'on voit un peu de part et d'autre. On voit tellement ça, le métaverse va remplacer Internet, c'est le prochain ci, c'est le prochain ça. Faites attention parce que dans l'écosystème crypto, les tendances se passent très, très rapidement. On n'a même pas encore fini de consommer une tendance que l'autre est déjà arrivé et est en train d'être dépassée. Quand c'était les tokens, on a surfé sur la tendance de 2017 en 2000. Oh là là, ces personnes qui viennent spammer là. On a surfé sur la tendance pendant un bon bout de temps. Pendant juste, dès qu'on est passé au NFT, on a surfé sur la tendance, on est passé au métaverse, on est en train de surfer sur la tendance. Et après, vous allez voir beaucoup, ce seront les sous-bandes tokens. On va surfer sur cette tendance jusqu'à ce qu'il y ait encore autre chose qui va venir nous faire surfer sur la tendance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour comprendre déjà ça, il faudrait comprendre quels sont les buts des métaverses. Le but des métaverses, c'est de créer un écosystème avec une économie parallèle et intrinsèque dans son écosystème en faisant interagir plusieurs technologies. On va interagir l'intelligence artificielle, les capacités visuelles, on va mettre le VR dans la réalité virtuelle, on va faire la réalité augmentée, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous allez comprendre que dans plusieurs écosystèmes de métaverse, il n'y a pas forcément tout ça. Et plein de ces écosystèmes ne sont même pas utilisés. Plusieurs personnes vont avoir simplement les tokens de ces écosystèmes-là et attendre que l'écosystème se développe et que le token prenne de la valeur. Si vous avez un token
d'un écosystème que vous n'utilisez pas, comment est-ce que cet écosystème pourrait prendre de la valeur? La valeur liée à un token, c'est son utilité. Si tout le monde prend les tokens et il garde simplement dans son portefeuille en disant, OK, demain ça vaudra plus dans un écosystème où l'économie est basée sur l'utilisation d'un token, parce que plus le token sert dans cet écosystème, plus il pourra être utilisé. Mais si vous n'utilisez pas un écosystème, comment est-ce que ce token pourrait prendre de la valeur? Et ça permet déjà comme ça de tamiser certains projets en voyant quel est le nombre d'utilisateurs par jour dans cette plateforme-là. Moins il y a d'utilisateurs dans une plateforme de NFT, moins il y a déjà utilisation du token lié à cette plateforme. Et moins il y a d'utilisation de tokens sur cette plateforme, moins donc le token pourra avoir des potentiels de prendre de la valeur. Sauf si à un moment donné, il y a du miracle qui arrive et qu'il y a un partenariat fou qui fait en sorte que l'utilisation arrive. Mais il faudrait comprendre que ce ne sont pas les choses qui arrivent avec tous les projets. Il n'y a pas de Cocos chaque jour. Cocos, c'est un des projets qui, parce qu'il a fait un shift, a pris beaucoup de valeur. On parle de milliers de pourcents en quelques jours. Mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément ça tous les jours. Donc, il ne faut pas être dans un projet simplement en disant, OK, dans 10 ans, ça vaudra quelque chose, dans 5 ans, dans 15 ans, je serai millionnaire avec. Non, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de projets que vous êtes en train de tuer en pensant que vous êtes en train de vous enrichir. Parce que le tuer dans quel sens? Le tuer dans le sens où son économie basée sur l'utilisation fait en sorte que si vous êtes un utilisateur passif, vous n'êtes pas utile pour la plateforme. Vous ne contribuez pas à la prise de valeur de cette plateforme. Je prends l'exemple avec le Luna classique, par exemple. Ou bien avec d'autres crypto-monnaies qui font les mécanismes de burn. Regardez très bien ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies telles que SafeMoon. SafeMoon, par exemple. SafeMoon, son modèle était basé justement là-dessus. Tout le capital résidait sur le fait que plusieurs personnes vont faire des transactions, plusieurs personnes vont contribuer à brûler les frais, à payer ces taxes-là. Et plus on paye les taxes, plus on va donc contribuer à donner de la valeur au token. Mais à un moment donné, les gens ne veulent pas simplement s'échanger un token pour payer les taxes. Ils veulent utiliser, il faut qu'ils utilisent le token et c'est cette utilité-là qui les fait payer les taxes. Si on dit, OK, simplement parce que vous vous transférez la crypto-monnaie, vous allez payer les taxes, mais certains peuvent dire, pourquoi j'ai besoin de transférer? Je peux simplement garder. Si ça prend la valeur, ben, ça profite encore bien plus à moi parce que j'aurai une grande quantité. Or, en faisant ça, vous êtes en train d'empêcher à cette crypto-monnaie d'évoluer d'une certaine façon. Mais la faute ne vous incombe pas. C'est peut-être le business model qui n'est pas bien pensé. C'est peut-être qu'il faudrait que la plateforme développe des stratégies, des mécanismes qui vous poussent à utiliser la crypto-monnaie. Et parce que vous utilisez, on peut donc vous taxer. Donc, c'est la même chose actuellement avec le Luna classique. Avec le Luna classique, si vous voulez que le Luna classique continue à prendre de la valeur, il faudrait qu'on brûle beaucoup plus. Et pour qu'on brûle beaucoup plus, il faudrait premièrement faire du trading, que ce soit Mage, que ce soit Futur, sur des exchanges qui ont accepté de prélever les frais de transaction à chaque fois qu'il y aura ce type de transaction. Donc, on a Binance, on a KuCoin, on a Yobit. Ces exchanges-là ont déjà accepté de brûler les frais à chaque fois qu'il y a des transactions. Ce qui fait que chaque fois que vous êtes sur Binance, si vous achetez simplement les Luna classiques, vous allez payer les frais, vous allez payer les taxes, environ 1,2%. Si vous envoyez à quelqu'un, même dans Binance, si vous tradez contre une autre crypto-monnaie, chaque fois que vous allez faire cette transaction-là, vous serez en train de payer les taxes. Donc, je reviens donc sur les métaverses en disant quoi? Si vous êtes dans un métaverse et que son économie est, telle qu'on l'a dit tantôt, basée sur l'utilisation de cet écosystème, vous avez intérêt à utiliser. Et si on va donc dans ce sens, vous allez vous rendre compte que plein de métaverses ne sont pas utilisés. Plein de personnes qui ont les crypto-monnaies des métaverses n'utilisent même pas, ce ne sont même pas des gamers, ce ne sont même pas des personnes qui ont des outils qui leur permettent vraiment de tirer avantage de ce métaverse. Premièrement, il faut des casques de réalité virtuelle pour certains. Pour d'autres, il faut des ordinateurs assez performants avec des capacités graphiques assez avancées. Ça fait donc que ce n'est pas accessible à tout le monde pour certains métaverses. Et comme ce n'est pas accessible à tout le monde pour certains métaverses, très peu de personnes vont donc utiliser. Et si très peu de personnes utilisent, ça ne vaudra pas grand-chose à venir. Donc, c'est un peu l'une des choses qui freine le développement des métaverses aujourd'hui. Le métaverse aujourd'hui,
c'est beaucoup concentré sur le gaming. Si on part par exemple sur CoinMarketCap, je vais vous montrer quelque chose. Salut à vous tous. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle beaucoup plus de crypto-monnaies. Ce sont des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, activer la cloche de notification, les formations parfois. C'est en description de ces vidéos. Évitez de me demander plus tout le temps le lien de formation. Allez simplement en description des vidéos. Vous allez voir, vous pouvez retenir même le nom. C'est formation.elvisconjo.com. Vous tapez formation.elvisconjo.com. Vous allez tomber sur un site qu'on est en train de mettre sur pied pour vous permettre de rester toujours actif. Il y a des cours gratuits, il y a des cours payants. On va identifier, on va étoffer au fur et à mesure que le temps passe. Donc, vous aurez tous les contenus à cet endroit-là. Même les événements qu'on va organiser, ce sera sur Elvis, sur formation.elvisconjo.com. Donc, si on va sur CoinMarketCap, pour ceux qui ne savent pas comment faire, voici déjà comment on fait pour tomber sur une catégorie, de voir les tokens, bien les coins, les crypto-monnaies qui sont dans une catégorie. Vous voyez ici en haut, qu'on est directement dans CoinMarketCap, on a certaines catégories. On a la DeFi, les NFT, les Metaverse, l'écosystème Polkadot, Binance Smart Chain, ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur Metaverse. Et quand je clique sur Metaverse, on va m'afficher des projets qui vont dans le Metaverse. Metaverse, ici, vous allez voir que celui qui prend la plus grande capitalisation dans le Metaverse, c'est ApeCoin. À un moment donné, c'était Mana Decentraland. Maintenant, c'est ApeCoin. On voit ici Internet Computer. Donc, je ne sais pas pourquoi Internet Computer se retrouve dans le métaverse. Mais bon, je vais vous montrer ce que je veux par là dire. Donc, quand on est sur un projet comme ApeCoin, vous allez voir ici, on va voir les catégories, les tags. Ici, vous voyez bien ici au niveau des tags, on a tagué ApeCoin comme métaverse. Et en bas, on a l'industrie du gaming. Donc, c'est dans l'industrie du gaming. Et si on va maintenant dans l'industrie du gaming, vous allez vous rendre compte que presque les mêmes projets qu'il y a au niveau des métaverses reviennent. Des Sandbox, Decentraland, Theta Network, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont se retrouver là encore. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le gaming, c'est le premier secteur où on a shifté vers le métaverse parce que c'était déjà une industrie existante. Et cette industrie existante-là a fait en sorte qu'ils font juste un pivot et ils vont maintenant dans l'optique de proposer des services décentralisés sur les écosystèmes en les transformant en métaverse. C'est la raison pour laquelle on va souvent confondre métaverse et gaming parce que presque tout ce qu'on va entendre concernant les métaverses, ce sera beaucoup lié au gaming. Mais pourtant, il y a une claire différence, il y a une réelle différence. Regardons par exemple un projet qui n'est pas dans le gaming, mais qui est dans Metaverse. On a ici Theta Network, par exemple. Lui, il se trouve dans Metaverse. Il n'est pas dans le gaming. Theta Network n'est pas dans le gaming. Vous voyez? Si on va, par exemple, on va voir quoi ici? Zilliqa se trouve dans Metaverse, mais ne se trouve pas dans le gaming, par exemple. StepN se trouve dans Metaverse et dans gaming. Est-ce que Stephen se trouve dans Metaverse aussi? Il ne se trouve pas dans Metaverse parce que c'est simplement un écosystème de gaming. Donc, il y a cette différence-là qui va déjà vous permettre de comprendre quelle est la différence entre le Metaverse et le gaming. On peut être gaming sans être Metaverse. On se transforme en Metaverse quand on va entrer dans une industrie où on va proposer plusieurs services et de décentraliser les choses, de faire en sorte qu'il y ait une économie liée à la blockchain dans son écosystème. Et voilà, donc voilà beaucoup plus la différence entre le gaming et le métaverse. C'est clairement un peu trop corrélé. Et on peut se poser la question de savoir, OK, quels sont les meilleurs métaverses? Quels sont les meilleurs métaverses qui vont peut-être nous permettre d'aller dans le temps? Il faudrait premièrement, avant de se répondre à ces questions, aller dans l'analyse fondamentale d'un projet métaverse. Quand on est dans un projet, il ne faut pas simplement se dire c'est un projet qui est dans telle catégorie, alors c'est quelque chose qui est intéressant. Non. Vous serez arnaqué parce que plusieurs projets vont surfer sur cette tendance-là.
et vous proposer des choses qui seront dans cette catégorie, mais ne seront pas forcément intéressantes. Donc, pour que ce soit intéressant, il faudrait que vous ayez fait une analyse fondamentale de la plateforme, du business model. Comment est-ce que le token sera utilisé? Quelle sera l'économie de ce token, ce qu'on appelle la token économie? Maintenant, quelle sera la quantité du token? Est-ce que c'est limité? Si c'est limité, comment c'est redistribué? Est-ce que les porteurs du projet détiennent la quasi-majorité, la quasi-totalité des tokens? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que analyser un projet Metaverse, ce n'est pas différent d'analyser d'autres crypto-monnaies, en fait. Ce n'est pas différent. Il faudrait se poser les mêmes questions. Ça a été créé pour quel but? Qui sont ceux qui sont derrière le projet? Est-ce qu'ils sont crédibles? Vous n'allez pas entrer dans un projet parce que c'est Metaverse, alors qu'il n'y a pas de personnes qui ont de bonnes intentions derrière. Vous devez faire des recherches. Qui sont ceux qui sont derrière? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce que ces personnes ont déjà proposé dans cet écosystème crypto? Est-ce qu'ils sont là simplement pour proposer un token où ils auront la majorité et quand ça prend de la valeur, ils dompent le marché, ce qu'on appelle les rock pools? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous allez vous poser ces questions-là, vous allez discerner avec un élément clé, c'est-à-dire la quantité, le nombre d'utilisateurs. Quel est le volume d'utilisation de ces métaverses-là par jour? Et vous pouvez faire des recherches, vous pouvez faire Metaverse user, Metaverse et user activity, par exemple. Donc, quand je recherche en anglais, je vais tomber sur des solutions beaucoup plus intéressantes par rapport à si je recherche en français, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup de contenu en français. Donc, si vous recherchez en français, la probabilité que vous ne retrouvez pas des résultats intéressants est quand même très grande. Donc, on peut aller sur Dextool. Ok, tac, tac, tac. Un instant. Dextool Live. Les statistiques. Ok. Ah là 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 là. Bon, attendez, on va aller sur CryptoRank. CryptoRank, voilà. Ici, on peut facilement avoir des informations. Activity or catégorie. Ok. Ok. Activity or category stablecoin listed trending. Est-ce que certains d'entre vous utilisent parfois CryptoRank? Est-ce que vous trouvez cette plateforme intéressante ou bien selon vous, c'est pas trop intéressant? Je pense que cette plateforme est assez intéressante parce qu'elle propose parfois des informations qui seront difficiles d'avoir sur CoinMarketCap, par exemple. Et plus vous avez ces outils-là, plus vous pouvez mieux analyser les projets et vous projeter. Je vais revenir sur cet outil plus tard et vous expliquer un bon nombre de choses. Je ne retrouve pas ce que je veux. Je ne retrouve pas ce que je veux. Je vais revenir. Filter. OK, catégorie. Voilà. Donc, OK, je peux simplement filtrer. Si je dis, je veux la catégorie des game fees. Donc, la game et la finance. Game fee.
Donc, si je clique sur GameFi, et quoi encore ici? Bon, je vais laisser ça comme ça, apply. OK. Donc, si je fais ceci, je vais voir Decentraland, Sandbox au top, Decentraland, Axie Infinity, Engine, Stephen, Gala, Merit Cycle, Wax, ainsi de suite. Donc voilà quand même certains éléments qui reviennent au top. Et si vous remarquez très bien, ceux qui sont au top ont beaucoup d'utilisateurs régulièrement. Ils ont beaucoup d'utilisateurs. Et c'est parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs que ça peut driver le prix d'une crypto-monnaie. Si vous êtes dans une plateforme où il n'y a pas assez d'utilisateurs, comment est-ce que le prix pourra être impacté? S'il y a beaucoup d'utilisateurs, le prix peut facilement être impacté parce qu'il y aura un volume de transactions assez considérable. Et je vais afficher ici le volume de transactions. Vous pouvez regarder le volume de transactions d'une crypto-monnaie aussi pour décider. Allons par exemple dans CoinMarketCap. Si je filtre ici, si je trie par volume de transactions quotidien en une journée, on voit qu'avec des sandbox, on est à presque combien? On a presque 200 millions de transactions en une journée. Decentraland, ApeCoin, Gala, Stephen, Render Token. Donc voilà quand même ceux qui reviennent au top. Ceux qui reviennent au top en termes de quantité, de volume de transactions quotidiennes. Mais il faudrait comprendre que parfois le volume de transactions, ce n'est pas forcément les utilisations dans l'écosystème. Ça peut être la spéculation à l'extérieur de l'écosystème. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en train d'utiliser des sandbox, mais qui ont des sands dans leur portefeuille, et qui vont trader tout simplement. Mais si ces personnes, s'il y a un bon nombre de personnes qui tradent la crypto-monnaie des sands, ça veut dire quand même qu'il y a aussi beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas dans l'écosystème, qui continuent de penser qu'il y a des opportunités à se faire là-bas. Parce que s'il n'y en a pas, les gens ne vont pas continuer de conserver la crypto-monnaie, mais de trader la crypto-monnaie. Le volume ne sera pas assez intéressant. Donc, si on filtre de façon décroissante, vous allez vous rendre compte qu'il y a bon nombre de crypto-monnaies où il y a très peu de volume de transactions. On est dans 435 dollars de transactions, par exemple, dans cet écosystème. Ça veut dire que ce soit dans la crypto-monnaie, dans l'écosystème elle-même, dans l'écosystème créé par cette plateforme elle-même, ou bien hors de cet écosystème, il n'y a pas de volume de transactions considérable. Donc, avec de petits montants, on peut facilement drainer, on peut facilement faire une prise de valeur de cette crypto-monnaie avec de petits montants. Avec 400, regardez, en 24 heures, 433 dollars, 35 dollars. Il y a plein dans ce sens. Les moins de 10 000 dollars, ça peut être fait en une transaction en quelques personnes. Donc, une poignée de personnes peut facilement manipuler certains exchanges, certaines crypto-monnaies facilement. Donc, comme vous comprenez ça, vous pouvez comprendre que d'une certaine façon, pour voir si une crypto-monnaie est intéressante, vous devez également regarder l'activité de cette plateforme, l'activité même hors de la plateforme. Et l'activité hors de la plateforme, ça peut être justement l'activité où la crypto-monnaie est listée. Si un projet est intéressant, les gens qui sont même hors de cet écosystème vont spéculer et ils vont drainer de gros volumes de transactions. Vous voyez, c'est pas forcément parce qu'il faut un projet métaverse qu'il faut être dans le métaverse pour que ce métaverse prenne de la valeur. Non. Il y a des gens qui sont hors du métaverse qui vont se dire voilà quelque chose qui est intéressant. Et l'économie qu'ils sont en train de mettre sur pied est intéressante. Donc, je peux acheter la crypto-monnaie et garder simplement ou bien faire mon activité hors de la plateforme. Vous n'allez pas me dire que je vais prendre par exemple l'exemple du LimoCoin. Ça, c'est un exemple comme ça. Vous n'allez pas me dire qu'il faudrait que les gens soient dans la plateforme créée par le LimoCoin pour pouvoir profiter de la prise de valeur du LimoCoin d'une certaine façon. Les gens peuvent spéculer en se disant, vu que c'est une plateforme qui a peut-être si, ça, c'est ça et ça et ça peut faire en sorte que le token soit en demande ou ne soit pas en demande. Donc, ils vont spéculer par rapport à l'offre et la demande que l'utilisation de l'écosystème peut engendrer. C'est donc ce que les gens font avec Small Portion Love. Small Portion Love, SPL, qui est un token qui est lié
à l'écosystème de Axie Infinity, les gens spéculent avec. Ils se disent, vu qu'on paye les gens dans cet écosystème avec cela et qu'on en a besoin pour faire ci, ça, et ils vont donc spéculer et trader le token à l'extérieur dans les exchanges où c'est listé. Donc, le volume de transactions peut aussi dire long et peut dire beaucoup sur les écosystèmes qui peuvent se démarquer dans le temps. Plus il y aura ces volumes de transactions-là, plus ça peut être impactant. Maintenant, il y a un facteur qui peut faire en sorte qu'il y ait un shift. Un shift peut venir quand une plateforme qui n'est pas encore à ce niveau de gros volume de transactions vient avec des partenariats, vient avec une innovation, par exemple. Et quand elle vient avec une innovation, un partenariat, même les personnes qui sont hors de l'écosystème vont spéculer et le volume de transactions va commencer à augmenter, on va drainer de volume de transactions. Donc, vous pouvez regarder uniquement d'une certaine façon quelles sont les crypto-monnaies qui, dans le pourcentage de volume de transactions, se démarquent au fur et à mesure que le temps passe. Plus les volumes de transactions augmentent, plus ce sont des crypto-monnaies qui peuvent être en train d'être adoptées d'une certaine façon. Et voilà comment vous pouvez coupler analyse fondamentale et analyse technique avant de décider ce que vous allez mettre dans votre portefeuille. Donc, c'était un live pour vous expliquer ces éléments-là. On va se séparer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que je vois que vous êtes trop silencieux dans les commentaires? J'ai l'impression d'être un peu seul. Si vous avez des questions, posez des questions et je vais répondre. Je sais que plusieurs personnes vont me dire, mais en fait, quel est le meilleur métaverse selon toi? Est-ce que c'est Gala? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ceci? Non, je ne suis pas dans l'optique de dire tel est le meilleur. Il n'y a pas un seul meilleur. Je ne veux pas dire que Bitcoin, c'est la meilleure crypto-monnaie, mais ça fait partie des meilleures crypto-monnaies. Ethereum, je ne veux pas dire que c'est la meilleure crypto-monnaie, c'est meilleur que Bitcoin. Non, pas du tout. Chacun apporte quelque chose. Chacun est important pour faire quelque chose, a une utilité, a un but. Les buts peuvent être différents, les objectifs peuvent être différents. Les métaverses peuvent avoir des buts différents. Et ça ne fait pas de l'un avec des objectifs différents, de l'autre plus intéressant que l'autre. Non, pas du tout. Donc, certaines personnes m'ont envoyé des noms des métaverses que je ne connaissais même pas du tout. Et il faudrait très bien encore se reposer des questions de savoir comment est-ce que vous avez connu ce métaverse. Est-ce que c'est parce qu'il y a une publicité beaucoup trop agressive en vous disant, OK, c'est ça le métaverse de demain, ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous utilisez ce métaverse-là? Est-ce que vous avez simplement acheté le token de ce métaverse en disant, OK, ça va prendre de la valeur? Il y a beaucoup de ces éléments-là. Une crypto-monnaie est différente d'un métaverse. Un token, simplement, c'est différent d'un métaverse. Un token, vous pouvez parfois, pour certains tokens, vous n'avez pas besoin de trader, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'écosystème qui est fait qui est proposé par ce token. Mais par contre, avec le métaverse, l'économie du métaverse est basée beaucoup plus sur l'utilité de son token. Beaucoup plus. Vous allez voir, par exemple, dans Decentraland, pour acheter les terrains, vous devez avoir le mana. Pour, par exemple, je ne sais pas trop quoi, les activités à l'intérieur, il vous faut le mana. Les économies à l'intérieur, il vous faut les manas. S'il y a des boutiques virtuelles à l'intérieur, il vous faudra des manas pour acheter les choses à l'intérieur, ainsi de suite. Les gadgets, il vous faudra des manas. Vous voyez que l'économie de l'écosystème est basée sur la crypto-monnaie. Okay? Donc, plus il y a donc une utilisation de la crypto-monnaie dans cette économie-là, plus le token pourra être en prise de valeur. Donc, les gens peuvent également se poser la question de savoir la demande alors. Est-ce que les gens ne peuvent pas spéculer par rapport à la demande en se disant, OK, ça c'est un métaverse qui est selon moi en train de grandir, l'économie qui sont en train de créer à l'intérieur va faire en sorte qu'on ait une grosse demande de leur token et alors moi, en ayant le token, ça peut prendre de la valeur. C'est une possibilité. Mais les économies qui sont au début, les métaverses qui sont encore dans leur début, ont besoin de l'utilisation de leur token pour pouvoir grandir d'une certaine façon. Et plein de métaverses ne sont pas utilisés aujourd'hui, tout comme les DEX. On a plein de métaverses qui sont là et qui ne sont pas utilisés. Et à un moment donné, ils vont fermer bagages, ils vont plier valises parce que ça coûte beaucoup de moyens, de ressources pour créer des métaverses. Il faut de l'intelligence artificielle. Et parfois, cette intelligence artificielle-là est payée par des organismes, sur des plateformes de cloud, comme Google. Google vend les services d'intelligence artificielle. Amazon vend les services d'intelligence artificielle. Donc, ils vont payer des éléments, des ressources pour faire fonctionner le métaverse.
Et si le métaverse ne draine pas un certain volume d'utilisation, ne draine pas un certain nombre d'afflux, ça peut faire en sorte que ces personnes plient bagage, en fait. Donc, ce sont des économies très sensibles. Ce sont des startups. Par exemple, les métavers, ce sont des startups. Et ces startups-là sont fragiles au début. Et plusieurs vont fermer, peu importe ce qu'on se dit, il y a plusieurs qui ne vaudront rien à l'avenir, à la longue. On n'a pas une boule de cristal dans laquelle on peut vous dire, OK, ceci va aller dans le temps, ceci va rester, ceci va durer, ceci ne va pas durer. Non, on n'a pas cette boule de cristal. Mais il y a certains éléments qui peuvent déjà vous permettre de voir certaines choses qui ne vont pas bien dans certains métaverses. Premièrement, est-ce qu'ils ont une roadmap? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que le roadmap est respecté? Est-ce qu'il y a une adoption? Est-ce qu'il y a une utilisation? Vous-même, qu'est-ce que vous en faites? Vous avez besoin pour faire quoi? Comment vous avez connu le projet? Est-ce que c'est avec un marketing agressif ou partout où vous allez, on vous dit seulement, oui, voici ce qui sera. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un marketing pour un bon projet. Pour un bon projet, le marketing va mettre en avant les éléments de différenciation, les éléments d'apport, un plus, les éléments qui vont te permettre de mieux comprendre la vision. Or, plusieurs ne comprennent même pas la vision d'un projet. Ils vont simplement dans les éléments, les points, certains éléments qui vont les permettre de voir la valeur immédiate. Comment est-ce qu'ils peuvent spéculer sur la prise de valeur directe de la crypto-monnaie? Or, pour qu'on spécule par rapport à la prise de valeur, il faudrait une bonne connaissance de la vision. Il faudrait une bonne connaissance de l'écosystème, où est-ce qu'on est en train de partir. Et si on a cette bonne visibilité-là, on pourra mieux anticiper et mieux choisir. Donc, voilà ce que je vous exhorte à faire beaucoup plus, à être des personnes qui recherchent des informations et qui recherchent à comprendre le pourquoi des choses et non pas à subir les conséquences en fait, de certaines paroles des gens, où les gens vont venir vous dire non, gars, achète ça, c'est bon. Non, vous ne devez pas procéder de cette façon-là. OK. Pourquoi aussi peu de vues dans ces lives? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être les gens sont encore occupés. Peut-être ils sont encore dans leurs activités. Mais bon, peut-être aussi c'est parce qu'on n'a pas fait régulièrement et on n'a pas programmé pendant longtemps. Donc, on va revenir en force. On va être plus régulier, plus constant pour vous permettre de poser des questions et de vous permettre en fait de consommer ce qui se passe dans cet écosystème. Meta de Facebook, on en est à quel niveau avec son projet de métaverse? Le projet de métaverse de Facebook est l'un des projets qui est aussi déjà avancé d'une certaine façon, mais leur but, ce n'est pas la crypto-monnaie forcément. Il faudrait comprendre, le but de Facebook, ce n'est pas la crypto-monnaie. Ce n'est pas d'avoir un écosystème décentralisé qui va faire en sorte que les personnes puissent réellement être propriétaires. Facebook ne va jamais céder la propriété de son métaverse à qui que ce soit. Or, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Les gens recherchent la propriété, d'être les propriétaires de l'écosystème qu'ils consomment, d'être les propriétaires des choses qu'ils consomment. Et c'est la raison pour laquelle les métaverses tels que Decentraland, Mana aussi sont plus intéressants pour les personnes dans l'écosystème. Parce qu'avec Facebook, on aura encore cette hyper-centralisation-là. Bien que ça peut apporter un plus en fait, dans le quotidien des êtres humains, mais certaines personnes, plusieurs seront réticents parce qu'on est déjà en train de fustiger la centralisation des données sur Facebook. L'économie de nos données sur Facebook, ce n'est pas décentralisé. Les revenus, les ressources ne sont pas, c'est pas décentralisé. Vous avez des comptes Facebook que vous utilisez chaque jour. Vous fournissez des données à Facebook, mais Facebook ne vous a jamais donné un seul copec pour toutes les données que vous mettez à l'intérieur. Vous voyez? Donc, c'est une économie qui n'est pas trop intéressante pour plusieurs. Et du coup, ils vont aller vers les économies qui leur permettent de générer quelque chose parce qu'ils sont acteurs de l'écosystème. Parce que vous êtes acteur, parce que vous participez, parce que vous contribuez, vous êtes également en train de générer des revenus. Et c'est la raison pour laquelle les plateformes de blockchain, des finances décentralisées, les plateformes qui vont dans le sens de décentralisation et décentraliser même l'économie, sont en train d'être adoptées aujourd'hui. Et vous voyez très bien ce qu'ils sont en train de faire sur Instagram. Ils ont déjà testé d'une certaine façon les NFT. Et avec les NFT, ça peut encore donner, décentraliser un certain nombre de choses sur les utilisateurs. Mais est-ce qu'avec le métaverse de Facebook, ça sera pareil? Je ne pense pas. Bref, le temps nous le dira. Mais moi, personnellement, s'il faille choisir entre le métaverse que va proposer Facebook
et un métaverse qui sera basé clairement sur les principes de décentralisation, je vais choisir ce qui est basé sur les principes de décentralisation, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que c'est centralisé sur Facebook. À un moment donné, ils peuvent disparaître. Ils peuvent décider de fermer, comme certains services de Google. Souvenez-vous très bien, on avait Google+, un réseau social comme Facebook de Google, mais ils ont fermé. Tous tes contenus que tu avais mis dans ce réseau social, c'est perdu, c'est parti. C'est parti. Donc, à un moment donné, s'ils se rendent compte que le métaverse de Facebook qu'ils ont créé, si ce n'est pas économiquement rentable, ben, ils peuvent décider de fermer. Ça peut être mis dans les tiroirs comme un projet qui n'a pas marché. Et vous allez donc perdre tout ce que vous avez construit dans cet écosystème. Or, dans des écosystèmes comme Decentraland, Decentraland ferme aujourd'hui. Votre terrain que vous avez acheté sur Decentraland, c'est sur la blockchain. Ça ne disparaît pas. Et comme ça ne disparaît pas, une entreprise demain peut revenir créer une économie basée sur ce qui réside, en fait, sur les résidus de Decentraland. C'est possible. Or, on n'aura pas cette possibilité avec Facebook d'une certaine façon. Les données seront détenues par Facebook. Donc, voilà la raison pour laquelle il faudrait encore comprendre ce que vous-même vous voulez déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à soutenir? Quels sont les types de projets que vous voulez voir émerger à la longue? Parce que c'est également ça. Quand vous achetez une crypto-monnaie et que vous gardez dans votre portefeuille pendant 5 ans, ça veut dire que vous êtes en train de penser, bien de vouloir que ce soit la chose qui soit là dans 5 ans. De vouloir que ce soit ce projet-là qui se démarque dans 5 ans. C'est pour ça que vous gardez dans votre portefeuille pendant 5 ans. Sinon, pourquoi est-ce que vous garderez? Non. Donc, il faut déjà avoir une certaine vision, une certaine logique. Qu'est-ce que je soutiens? Quels sont les types de projets que je soutiens? Quelle est la vision que moi-même j'ai? Je suis prêt à accompagner quel type de projet? Je me vois où? Je nous vois où dans le monde entier dans 5 ans, dans 10 ans? Et vous accompagnez les projets que vous voulez voir avec vous dans 5 ans, dans 10 ans. C'est comme ça que moi, je fonctionne et je pense que c'est comme ça que plusieurs personnes fonctionnent, que ce soit les Warren Buffett, que ce soit les grands investisseurs. Ils vont dans cette vision-là. Ils voient où le monde est en train de partir et ils soutiennent les projets qu'ils veulent voir avec eux dans ce futur-là. OK. Donc, les amis, merci de votre temps, merci de votre attention. Portez-vous bien. Et là, n'oubliez pas de partager ce live à d'autres personnes. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bonne soirée à vous. Ciao.